Bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir patienté du coup parce qu'on a un petit peu de retard. On espère que vous avez pu manger une petite chose pour tuer le temps. Nous, c'est le groupe BDS, Boycott des investissements sanctions. Et ça fait très longtemps qu'on avait envie d'inviter l'ICEL, dont on apprécie beaucoup le travail. Parce que le colonialisme, c'est pas juste le colonialisme qu'on connaît en Israël, Palestine, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est aussi le colonialisme qui est dans nos espaces, incarné par le pouvoir aussi français ici. Et du coup, c'est important de voir le colonialisme comme pas comme seulement une matérialisation de la colonisation, mais aussi ce qu'il en reste, etc. Donc c'est plutôt Lisselle qui va parler de ça parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ces questions. Merci beaucoup Lisselle d'avoir accepté de venir à Saint-Étienne. Et donc on a co-organisé, comme on l'avait déjà fait une première fois, avec des générations dont Philippe représente le travail. Et donc, je te passe la parole. Oui. Alors, nous, la revue est une revue qui a une vingtaine d'années. Bon, je pense que beaucoup la connaissent. Hein. C'est une revue qui est située à ce qu'on appelle l'extrême gauche. Elle ne fait pas partie de la gauche radicale. On est au-delà même de... Et je tiens à le préciser, parce que on parle des extrêmes. Bon. Et on a c'est une revue de recherche sur la question des émancipations politiques. En fait, pour faire vite, c'est une revue qui fait le constat dans les années 90 que la gauche a trahi globalement. Hein. Je fais très vite. Qu'est-ce qui reste des émancipations ? Après un cycle émancipateur très fort, on peut la faire partir des émancipations de 1789 à 1968, on va dire, avec des cycles assez extraordinaires pour la pensée dans les luttes collectives, qui ont amené à des changements radicaux, fondamentaux. Puis arrive 83, moment 2 ans après l'avènement de Mitterrand, où il y a un virage à droite qui n'a pas cessé de se vérifier au point qu'il faut resémantiser le mot même de gauche, puisque pour beaucoup, on voit d'ailleurs les phénomènes, hein, la gauche, ça ne veut pas dire grand-chose. Et en mode un peu d'apnée, comme ça, des jeunes intellectuels ou des jeunes militants qui étaient issus des émancipations de la gauche radicale ou de l'extrême gauche, qui ont essayé de porter un regard critique sur où nous en étions, quoi. Qu'est-ce qui survivait des instances émancipatrices. Et on a comme ça fait des numéros thématiques. On s'est tourné vers des philosophes ou des écrivains, des figures emblématiques de la pensée de la gauche radicale, Jacques Rancière, Alain Badiou, Jean-Luc Nancy, Éric Hazan, qui était un soutien extraordinaire pour nous, qui nous a permis de rencontrer des intellectuels qui ne sont pas forcément des gens qui sont très connus dans le champ intellectuel français, comme Silvia Federici, une immense féministe marxiste italienne, etc. Giorgio Agamben, qui était une figure aussi majeure de l'intelligentsia italienne. Et donc, nous sommes associés. Il y a une concomitance avec la lutte du peuple palestinien et la gauche radicale ou l'extrême gauche presque historique. Pour nous, voilà. Donc, on est des alliés avec le BDS. Donc, c'est un soutien presque fraternel. Et en ce qui concerne le travail de Lisselle Quiroz, il faut savoir que dans le champ universitaire, qu'on appelle de manière un peu pédante le champ intellectuel, je me méfie, pardonnez-moi, hein, ce qu'on appelle la pensée décoloniale, qui est propre à la théorie critique d'Amérique latine, en France, extrêmement peu connue. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous la découvrons. Je dis nous-mêmes, des générations, parce que nous avons fait plusieurs numéros, par exemple, sur le Post-Colonial Studies, qui était déjà méconnu, et peu connu encore, mais qui est en gros toute la pensée d'études postcoloniales qui vient
de l'Amérique du Nord ou des pays anglo-saxons, qui n'est pas la même, Lisa vous en parlera bien mieux que moi, ou encore du Subaltern Studies, qui est plutôt une réflexion qui vient de l'Inde, qui est, comme vous le savez, un pays colonisé. Donc, on connaissait bien les pensées marxistes, les pensées marxistes ô combien importantes d'Amérique latine, mais on ne connaissait pas la pensée décoloniale. Très, très peu. Donc, ce livre est un bonheur parce que c'est un livre d'histoire des idées qui est remarquable. C'est très simple à lire, je tiens quand même à le préciser. Pas jargonnant, et qui met en perspective, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, ce qui s'est passé, ce qui se passe en Amérique latine, qui est une pensée qui nous arrive vraiment de manière très, très parcellaire, très méconnue. D'ailleurs, je l'ai vérifié chez mon ami à l'une et l'autre. Il y a des très, très grands intellectuels comme Enrique Dussel. 80% de la production de cette figure philosophique ne sont pas traduits en français. C'est comme si Jacques Rancière ou Alain Badiou n'étaient pas traduits en espagnol. Pour vous donner un peu la figure d'autorité, les figures d'autorité majeures. Donc c'est une découverte. Donc là, il y a cette volonté de soutien au peuple palestinien, et puis aussi une volonté de connaître la pensée décoloniale qui nous a associés à cet événement. Donc je vais laisser la parole à Lisselle qui va, dans un premier temps, vous parler un peu de qu'est-ce que c'est cette pensée décoloniale, puis après on posera quelques questions. Évidemment, vous aurez tout vous pouvez poser toutes les questions que vous voudrez après, évidemment. Merci. Mounira pour l'invitation, au BDS Saint-Étienne, pour cette invitation à participer à cette soirée. Et donc, venir vous parler de théorie décoloniale. Je suis moi-même péruvienne, une péruvienne immigrée en France à l'âge de 18 ans et qui resterait immigrée, hein, vous savez bien, selon la classification française qui nous suivra pour toujours. Et je travaille je suis historienne de formation, une maman de 2 enfants. Enfin, ça compte surtout sur mon travail de recherche, parce que mes travaux de recherche portent essentiellement sur l'histoire des femmes, des féminismes et de la maternité en Amérique latine, à partir d'une perspective justement située, de cette expérientielle aussi. Et donc, à travers un prisme décolonial, parce que je suis aussi, et je pense que ce n'est pas du tout incompatible, je dirais même, c'est logique, que je ne suis pas une chercheuse et militante, je suis une féministe décoloniale qui fait de la recherche sur l'histoire de la maternité, des femmes et de la santé, et que penser qu'on peut séparer la science de la vie, c'est pas juste un leurre. J'ai écrit un article sur ça. Donc voilà un peu sur... je suis prof à Cergy, professeur des universités à Cergy, pour finir ma présentation. Et je vais donc vous parler à partir de ce lieu-là, qui est un lieu politique, alors qui me paraît intéressant, merci Mounira de le poser, parce que c'est peut-être une des propositions, apports les plus intéressants, je dirais, de ce qu'on va appeler la théorie décoloniale, c'est-à-dire cette lieu d'énonciation qui n'est pas simplement une présentation de soi, mais une reconnaissance de sa place politique, puisqu'on est tous situés politiquement. Et cette position politique, on ne la décide pas, je veux dire, là, elle est située, elle est contextuelle, et donc il est juste il faut la reconnaître, quelle qu'elle en soit, et j'imagine qu'ici on n'est pas dans les espaces les plus subalternes, et en tout cas en ce qui me concerne, même si je suis née dans un quartier populaire, je suis professeur des universités, ça fait une position aussi politique, hein, et de ce qu'on appelle les transfuges de classe, mais politique. Donc voilà, le lieu d'énonciation est le lieu depuis lequel on parle, depuis mon genre aussi, de celle de femme reconnue comme telle et mère, fait que j'ai un regard sur la vie en général et sur ce que je travaille particulier. Et donc ce nous dont je vais parler, c'est celui-là, enfin le nous c'est le jeu, et nous peut-être c'est Abya Yala dont je vais vous parler, Amérique latine. Bon.
déjà. Alors, et peut-être on va commencer par la présentation d'où vient ce livre. Philippe Collin, mon collègue de l'Université de Limoges, et moi sommes partis de voulions, la découverte nous a proposé d'écrire le livre, et nous on a voulu partir de cette idée que le décolonial, c'est un terme qui se répand, qui est répandu, qui est utilisé de plus en plus dans les milieux militants, mais pas seulement, aussi universitaires, et qu'aujourd'hui il fait en fait un ensemble de beaucoup de choses, et qu'on mêle un peu toutes les autres pensées critiques dont Philippe vient de citer, les études postcoloniales, les études subalternes, et qu'en France, en Europe et particulièrement en France, ça avait tendance, c'est pas un problème, et je pense qu'il y a un lien, et je vais y revenir sur le lien que nous avons sur ces courants de théorie critique, mais que ça a invisibilisé en mettant dans des coloniales un peu à tout cet apport-là, puisque l'Amérique latine, n'ayant pas, dite latine, j'y reviendrai, n'a pas un lien direct avec l'histoire coloniale française, et donc du coup, elle était un peu exclue de cet espace. Et en fait, on commence, et je pense que ça vient de là, cette question de la théorie, et que la théorie décoloniale de la dite Amérique latine, pour l'instant je vais parler d'Amérique latine et après je reviendrai sur ce terme qui est problématique, vient de ce que, en théorie décoloniale, on appelle la colonialité du savoir, c'est-à-dire cette vision que les savoirs sont hiérarchisés, et qu'en l'occurrence, l'Amérique latine, qui en réalité veut dire l'Amérique justement qui ne sont pas les États-Unis, eh bien, elle est minorée quant à sa production théorique. D'ailleurs, en général, Philippe, très bien, merci. Mais je pense que c'est par ta position aussi, ton lieu d'énonciation, tu connaissais certainement la théologie de la libération, le marxisme, mariatique, etc. Mais beaucoup de personnes ne connaissent même pas, puisqu'on considère que, on est plutôt un réceptacle. Enfin, l'Amérique dite latine est un appendice de l'Occident. Il y a même un ouvrage, un extrême Occident. Alain Rouquier avait un livre qui s'appelle L'Amérique latine, introduction à l'extrême Occident. L'extrême Occident, ça veut dire que nous, l'Occident, c'est comme si l'Occident, vu de la France ou de l'Europe, on prenait tout ce que produit l'Occident en le transformant beaucoup, en le rendant un peu à l'excès, l'exubérant, la festivité, le sang, la révolution. D'ailleurs, on est connu beaucoup pour des révolutionnaires, des guerrilleros, barbudos, enfin, comme vous voulez l'appeler, mais jamais comme producteur vraiment de théorie politique, comme si on pouvait faire des révolutions sans penser la révolution, sans penser des mécanismes de domination. Et cette invisibilisation, elle fait que on ne connaît pas aujourd'hui, très souvent, je parle de la grande majorité, pardon si vous connaissez tout ça, je m'en excuse, mais qu'on a participé à toute cette question de théoriser la révolution avec la théorie du Foucault, du foyer, le tiers-mondisme, la théorie de la dépendance dans les années 80, la théologie de la libération et la colonialité du pouvoir dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc l'Amérique latine, je pense que cette idée cette construction en fait de l'Amérique latine comme un extrême Occident, en réalité c'est ce que Saïd, en réalité on peut se dire plutôt c'est une construction de notre Orient. En fait on est des Orientaux, on nous décrit comme extrêmes occidentaux, mais en fait parce qu'on n'est pas des Occidentaux non plus, on n'est pas l'Occident, on est de l'autre côté. Alors donc 3 courants, je dirais, qui, juste peut-être pour vous situer, qui sont à peu près contemporains et qui posent les mêmes questions. Alors le tableau est là. Je vous ai mis quelques éléments comme ça pour les distinguer. Moi, je dirais que ce qu'ils ont en commun, d'abord, c'est qu'ils questionnent le fait colonial. Et quand vous allez vous concentrer, je m'en doute, sur le tableau, je l'enlève d'abord. Ces 3 courants posent la question du fait colonial aujourd'hui. Nous partons tous, et c'est ça qui nous relie, et c'est pour ça qu'on confond. C'est pas non plus une vue de l'esprit de rassembler tous ces courants et ces pensées ensemble. C'est parce que on s'interroge sur les effets du colonial aujourd'hui. Comment aujourd'hui nos sociétés sont marquées toujours par cet héritage colonial.
En revanche, ce qui nous distingue, c'est le lieu d'énonciation, justement, depuis lequel on parle. Philippe vient de le dire. En fait, depuis quel lieu on pose cette question et on lit cette histoire, puisqu'il faut, à partir d'aujourd'hui, remonter aux origines et se dire pourquoi aujourd'hui est comme ça. Eh bien, c'est comme ça parce qu'il y a eu telle et telle chose. Eh bien, selon l'espace, le lieu géographique, mais aussi politique depuis lequel on le lit, on voit l'histoire différemment. Pour les études subalternes, comme l'a dit Philippe, on est plutôt dans l'espace de la péninsule indienne et dans une histoire qui est celle de l'Empire britannique essentiellement, avec un lien, enfin avec une histoire coloniale particulière et des effets aussi et des rapports avec les populations locales qui sont propres à cet espace-là et qui font qu'il y ait des questionnements aussi spécifiques. C'est-à-dire qu'on a une généralité, mais on a aussi les spécificités de chaque colonisation. Et même dans un même empire, on sait très bien, enfin, la colonisation française de l'Algérie n'est pas la colonisation française du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a chez les subalternes un questionnement autour de cette domination britannique, avec beaucoup de questions. C'était des historiens, ça aussi, c'est depuis le lieu de quel on le voit, comme ce sont des historiens, des historiens qui travaillent sur comment accéder à cette histoire, à ces archives qui sont très difficiles à avoir, des archives écrites, et donc beaucoup sur l'histoire orale, et qui ont développé ce concept de subalternité, qui est non pas seulement la domination, quelqu'un qui soit dominé, mais quelqu'un qui est dominé, mais qui a une capacité d'action. C'est surtout ça, je pense, un concept fondamental et que et que personnellement j'utilise, de subalterne, c'est-à-dire le dominé, mais qui a une capacité d'action, même dans les situations les plus complexes, les plus d'oppression extrême. Eh bien, donc par exemple, je pense au camp d'esclavisés, il y a des espaces petits, très réduits, mais d'agentivité. Donc ces auteurs, vous les voyez, sont plutôt d'origine indienne. Les études postcoloniales, et qui parlent anglais, parce qu'ils sont plus vraiment liés à l'anglais comme langue de production, ce qui va aussi va produire en termes de connaissance aussi de ces écrits. Ensuite, les études postcoloniales, Saïd, bon là, on connaît plus, je dirais qu'en France, on est plus sur ce courant-là, dans le sens où, comme vous le savez, Saïd part, par exemple, de l'étude de l'Empire britannique, mais aussi français, à partir du XVIIIe siècle. Et donc, on a un questionnement sur la modernité des Lumières au XVIIIe siècle, et que c'est écrit en anglais, que c'est plutôt aux États-Unis où ça va être développé, et donc par l'anglais, ça arrive en France, et que ces auteurs, en plus, mobilisent des auteurs francophones. Et donc, c'est là que s'inscrit cette recherche sur ce que moi j'appelle la colonialité, et qui est du courant postcolonial, et qui est courant postcolonial parce que ce que je veux dire, c'est le lieu depuis lequel on le regarde, et la langue dans laquelle on écrit aussi, donc français, anglais, et que l'espagnol n'est pas présent jusque-là. Et c'est là qu'apparaît le courant décolonial, en se disant, très bien, on est tout à fait d'accord, on se questionne sur les mêmes problématiques, sauf que pour nous, la modernité, qui pour les postcoloniaux et les subalternes commence au XVIIIe siècle, puisque c'est l'apogée, disons, des empires coloniaux britanniques et français, en fait, nous, on n'a rien à voir. Enfin, l'Amérique hispanique, et encore je précise, et lusophone, enfin le Brésil, en tout cas, pour nous, ça, c'est pas l'Angleterre, c'est pas la France, c'est l'Espagne et le Portugal. Ils sont les premiers empires coloniaux et les premiers à avoir mis en place toutes ces logiques de domination. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un peu le courant décolonial, c'est une réponse à ces autres courants en disant, pour nous, il y a le début, c'est 1492. Donc les différences, c'est que la modernité, elle ne commence pas au XVIIIe siècle, mais en 1492, ce moment 1492, que là, on marque très clairement que la race, puisque pour nous, ces questions sont tellement évidentes, la question de la race, dans nos sociétés contemporaines, que c'est visible depuis toujours, je dirais, enfin pratiquement depuis justement ce moment 1492, et j'expliquerai un petit peu pourquoi. Et voilà, que tous ces auteurs ont écrit, enfin beaucoup d'auteurs d'un groupe
qui est le plus connu, modernité, colonialité, décolonialité, dont fait partie Dussel, Mignolo par exemple, ou Lugones, ou Grossfogel qui est connu ici. Voilà, écrivent beaucoup en espagnol, que là, on a la première aussi limitation, c'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est étonnant, moi je suis toujours étonnée qu'en France, alors qu'on fait pratiquement, je ne sais pas, j'étais prof dans le secondaire et moi je dirais comme ça, vite d'œil, 70% des élèves de France prennent au moins ou ont un contact avec l'espagnol, on lit plutôt en anglais, enfin, c'est l'anglais et que l'espagnol, voilà, le fait que ça soit une langue latine pourrait laisser la lecture au moins, il y a un blocage par rapport à la langue et on préfère surtout passer par l'anglais. Et donc tant que ces auteurs n'ont pas été traduits en anglais, on ne les connaît pas en France. Alors même qu'on pourrait lire quand même, je pense, parfois un peu en espagnol. Alors, Abya Yala ensuite, pourquoi l'Amérique latine? Bon, ça c'est peut-être rapidement, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, juste vous dire qu'on aurait voulu dire les théories critiques d'Abya Yala et pas d'Amérique latine. Pour nous, Amérique latine est un problème. Déjà, c'est une expression véhiculée par la France, les intérêts français politiques du Second Empire et de Napoléon III. Mais pour nous, déjà, c'est un nom colonial donné en hommage, en honneur à le premier, Amerigo Vespucci, qui est le premier des colonisateurs. Pour nous, il n'y a pas de découverte de l'Amérique. Alors, quelque chose qu'on continue à enseigner aujourd'hui dans toutes les écoles, pratiquement, beaucoup d'écoles du monde, en tout cas. Là, je reviens d'Afrique. En Afrique aussi, on enseigne que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb. L'Amérique n'a pas été ni découverte, découverte, elle n'était pas perdue, elle n'était pas égarée, et elle n'attendait pas Christophe Colomb pour se découvrir elle-même. En revanche, elle a été envahie et colonisée dès 1492. Je pourrais développer si vous avez après vous voulez parler questions. Alors donc on propose depuis 1992, au moment où l'Espagne a voulu commémorer leur fête nationale, qui elle est le 12 octobre, commémorer les 500 ans de la dite pour eux découverte de l'Amérique, il y a eu cette proposition de donner un nom d'un peuple autochtone, un peuple de la région du Panama et de la Colombie, qui est le peuple Kuna, et qui veut dire terre en pleine maturité. Et voilà pourquoi on propose cela. Et bon, Amérique latine, encore plus compliqué qu'Amérique tout court. Déjà parce que quand je dis que je suis américaine, personne ne va me dire, tout le monde va me demander de quel État ou de quelle ville des États-Unis. Parce qu'en fait, Amérique latine, c'est juste ce qui sert à dire, en revanche, si je dis Amérique latine, quelque part, qui n'est pas quelque part de l'Amérique où ce n'est pas les États-Unis. Non, en fait, Amérique latine n'a rien à voir avec latine, n'a rien à voir avec quelque chose de géographique, culturel. Non, c'est juste que ce n'est pas les États-Unis. Bon, ça pourrait aussi poser la question pour le Canada et d'autres espaces, mais bon, je ne vais pas développer ici. Donc nous, ce moment 1492, le moment 1492, et d'ailleurs il est représenté très bien ici, c'est Colomb, le sauveur, le vainqueur. Les autochtones sont en marche, disparus. Et vraiment, pour nous, c'est le début d'ailleurs du génocide. En l'espace de 50-60 ans, 90% de la population du continent le plus peuplé au monde disparaît. Génocide, et voilà pourquoi, je pense qu'ici, une des questions qui nous intéresse, c'est-à-dire que, voilà, comment on définit ce génocide, pourquoi il faut l'élargir, ce concept. J'ai aussi parlé de ça à un autre moment, mais bon, je ne vais pas développer, on reviendra peut-être aux questions. Et pour ne pas m'étendre trop longtemps, passer au concept donc, que propose la théorie décoloniale. Et il n'y a pas de colonialisme ni de néocolonialisme, on laisse de côté ni colonisation. Vraiment, le terme, pour nous, est de colonialité. Et je comprends ici, souvent on me dit, oui, c'est décolonialisme, le colonialisme. Oui, on va parler de colonialisme, mais le concept de colonialité du pouvoir a un sens tout à fait particulier. Il est forgé par ce sociologue péruvien Aníbal Quijano, justement en 1992, ce qui n'est pas autour de ces années 90, début des années 90. Justement, on se pose toutes ces questions de
plus de 150 ans des indépendances, on est toujours dans des situations de subalternité. Enfin, comment expliquer les effets du colonial encore en cette fin du XXe siècle, à un moment où, pour nous en plus, continent américain, les États-Unis, c'est la fin de la guerre froide. Les États-Unis et ce que nous on appelle l'impérialisme des États-Unis est à sa puissance, à sa plus forte expression. Comment expliquer tout ça? Qu'est-ce qui explique tout ça? Pour Quijano, c'est la colonialité du pouvoir. Que veut dire colonialité du pouvoir? Qu'est-ce que c'est que la colonialité? C'est que des formes de domination coloniale, qui ont commencé à s'organiser, à se préparer, à se construire, fabriquer donc à partir de 1492, n'ont pas disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait plus de 500 ans de colonialité. Donc nous, on insiste sur la continuité. C'est pour ça qu'on ne parle pas de néocolonialisme, non, c'est la même. Enfin, on insiste sur la continuité. Continuité, qu'un phénomène soit dans la continuité, ça ne veut pas dire qu'il est identique, mais que des formes de domination, par exemple le génocide, fait partie de la colonialité. Et les formes, donc, quand on colonise quelque part, donc quand on va coloniser, c'est un phénomène toujours génocidaire, extractiviste et d'anéantissement de la culture de l'autre. Et ça, par exemple, ça se transforme, c'est différent chez les Anglais, chez les Portugais, peut-être partiellement selon que ça soit en Angola, que ça soit à Haïti, que ça soit à Tenochtitlan. Mais ces formes, eh bien, elles varient, elles évoluent ou elles changent un peu de forme dans le temps, mais elles restent les mêmes. C'est-à-dire il y a un ADN, en fait, commun, qui ne disparaît pas. Et on insiste sur cet ADN commun. Et je pense que c'est intéressant le terme n'est pas approprié. C'est important pour la lutte, parce que si on pense cet ADN commun, eh bien les luttes, c'est logique que les luttes, elles soient communes. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois en tant que, là, cette partie d'activistes. C'est pour ça que ce sont beaucoup de mouvements qu'il faut soutenir, parce qu'on est dans ces logiques coloniales. Et donc, la colonialité du pouvoir, d'une part, c'est cela, ces formes de domination coloniale établies depuis plus de 500 ans, et que surtout s'appuie sur quelque chose qui est une invention, et là, pour le coup, c'est une invention, pour nous en tout cas, c'est la race. C'est-à-dire la race comme instrument de domination, comme instrument de classification, mais ce n'est pas juste une classification, la race, parce que si juste on devait se déterminer par couleur, je ne sais pas, toi tu es noir, jaune, vert, rouge, à la rigueur, et qu'on avait tous les mêmes droits, ça serait farfelu, un peu, mais on accède tous aux mêmes droits, aux mêmes possibilités, aux mêmes chances, on pourrait passer. Mais la race, c'est par définition une hiérarchisation et une exploitation de certaines au bénéfice d'une qui est depuis ce moment-là la même, celle de l'Occident, un Occident qui, se reconfigure aussi. Donc, la race est le concept que mobilise Quijano, qui a une formation marxiste et qui articule cela, une citation qui me semble très parlante, c'est que l'idée de race, c'est vraiment l'instrument le plus efficace de domination sociale inventé. Lui, il écrit ça au début des années 90, depuis les 500 dernières années. Ensuite, autre point important, c'est que pour lui et pour nous, les décoloniaux d'Abya, elle est produite au tout début de cette formation, de cette Amérique coloniale. Et elle va de la main du capitalisme. Lui qui pense avec Wallerstein à ce système monde qui tentera, c'est-à-dire comment le capitalisme a pu prendre une telle ampleur à l'échelle globale, il se dit c'est parce qu'il y a la race, parce qu'il y a la colonialité, tout ça va ensemble. Et tout ça va ensemble, et c'est pour ça qu'il faut lutter contre tout ça en même temps. Il n'y a pas d'antiracisme sans anticapitalisme, sans anticolonialisme, tout est ensemble. Et ça aussi, c'est un fait de l'histoire. Ça aurait pu être peut-être, parce que souvent on va me dire, oui mais les Incas étaient aussi un empire.
Oui, mais aujourd'hui, on ne vit pas sous l'empire des Incas, on ne parle pas quechua tous obligatoirement, on n'est pas en train de faire du quipus et des trocs, enfin, voilà, bon, c'est l'Europe, point. Enfin, je veux dire, maintenant, on peut faire les si, l'histoire avec des si, mais le fait est qu'aujourd'hui, on est sur cette histoire coloniale de l'Europe. Alors, bon, rapidement, pour vous, ça c'était une présentation... Juste pour rappel, hein, c'est qu'on est sur une construction bien sûr arbitraire, mais à des fins économiques. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas juste une vue de l'esprit de séparer les gens parce que toi tu ne t'aimes pas. Non, c'est que ça doit être rapide, facile, classer les gens pour la production globale. Et ça évolue dans le temps. Et c'est toujours une assignation du groupe dominant. C'est le groupe qui domine qui décide quelle race. On le sait, bon, les racisés, c'est pas nous qui décidons. On nous dit tu es ça. Hein. Après, on peut retourner le stigmate, mais souvent... Et elle est relative à l'histoire coloniale de chaque région. Par exemple, même si je suis latina ici, l'histoire coloniale de la France avec l'Amérique dite Abya Yala n'est pas la même qu'avec le Maghreb, pour dire rapidement. Donc, je n'ai pas ce lien tendu. Donc, je suis racisée, mais ce n'est pas la même chose que si je vais en Espagne et que je suis traitée de Sudaca, et que là, oui, j'ai un rapport avec les Espagnols différent, parce que cette histoire coloniale, elle est tendue, tout comme elle est tendue, par exemple, que je vois, tendue avec l'Algérie, clairement. Enfin, voilà, pour moi, c'est évident. Parce que c'est relatif à l'histoire coloniale. Donc la race, elle est toujours contextuelle. Elle est contextuelle à cette histoire. Et donc, on ne parle pas de couleur de peau seulement. C'est souvent lié, mais c'est un des paramètres parmi d'autres dans cette histoire coloniale. Et donc on peut être justement, en revenant à cette question de comment on construit la race, la race, elle est dynamique, elle évolue dans le temps, et un même groupe peut évoluer et changer. Oui, le statut. Les Juifs, par exemple, une évolution, je donne un exemple. D'autres qui apparaissent, nouvelles races en Amérique latine, des peuples qui n'étaient pas là, par exemple, les Africains, et qui vont être esclavisés et qui deviennent la race inférieure par définition. Donc une race, elle se crée, elle évolue aussi. Pour nous, elle naît autour de 1492 avec les statuts de limpieza de sangre, donc de pureté de sang, et qui vont créer, par exemple, et que donc là, on n'est pas sur des questions de couleur de peau, on est sur la religion, et comment la religion intervient, toujours, va être un marqueur, par exemple, de la race. On le voit, même une femme en France, une femme très claire de peau, même des yeux bleus, mais qui met le hijab, elle va être racisée, même si elle est blanche de peau. Donc, comment la race, elle est relative, et légitimée, souvent, alors, historiquement, pour moi, jusqu'au XVIIIe siècle, dans la première modernité, par la religion catholique, chrétienne, les religions chrétiennes. Et ensuite, à partir du XVIIIe siècle, par ce qu'on appelle la science. La science, elle a servi et continue de servir à légitimer cette division raciale. Alors donc, la colonialité est pour nous quelque chose qui englobe le colonialisme, et qui déborde le colonialisme. Alors, si je prends la race qui nous concerne, parce que je la prends comme exemple, c'est pas la seule, mais pour nous, oui, parce que c'est naturalisé. Comme vous n'avez pas en France la même histoire coloniale que nous en Amérique latine, c'est naturalisé le fait que les Indiens, ça veut dire quelque chose. Alors que Indien est une catégorie raciale. Et même quand on dit amérindien, qu'on veut se sentir un peu mieux de dire, bon, on va plus dire indien, parce que c'est vrai que ça fait très plume, les Sioux, etc., les Apaches, on va dire amérindien. C'est exactement la même chose. Parce qu'amérindien, il n'y a pas une culture amérindienne, une religion amérindienne, une langue amérindienne. Il y a des centaines de peuples, des Taïnos, Arawaks, Charruas, Mapuches, Inuits, on peut comme ça citer ces centaines de peuples qui n'ont rien en commun, ni en termes de langue, de mode de vie, de croyance, de cosmogonie, de rite, de rien, ni de mode de vie, parce que rien à voir les Inuits du Canada avec des Aguajung de l'Amazonie péruvienne, mais pourtant vont être mis ensemble, parce que ce n'est pas une question ethnique, c'est une question raciale.
Et c'est la première des races. Bon. Donc là, par exemple, sur ceux qu'on appelle des Indiens comme catégorie raciale, eh bien, on a, comment expliquer, c'est que la première représentation, c'est celle de Bartolomé de las Casas, c'est des chroniques du XVIe siècle. Et les autres photos sont des photos du XIXe et XXe siècle. Donc, de deux choses l'une, soit bon, c'est un malheur qui s'abat sur ces populations, elles ne peuvent jamais sortir de où elles sont limitées. Il y a une question endémique, je ne sais pas, de leur situation de dépendance, d'asservissement. Les photos, je vous dis, sont celles même du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe. On est sur, alors que l'Amérique dite latine est indépendante et sortie de colonialisme, de la colonisation, et pourtant ces formes de domination vont continuer jusqu'au fin du XXe et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas un hasard pour nous que les populations qui ont le plus haut taux de pauvreté dans l'Amérique où il y a des autochtones, ce soit les autochtones, dans l'Amérique où il y a beaucoup de descendants d'Afro-Américains en général, eh bien, ce sont les Afro-Américains qui ont les conditions les pires. Voilà. Donc c'est ça la colonialité. C'est-à-dire que bien sûr, on n'est plus à l'époque des plantations, on n'est plus à l'époque des mines de Potosi, et pourtant, on est toujours dans des formes d'exploitation et d'anéantissement et de génocide à la fois physique, culturel et de la nature. Donc la même chose, je pourrais le mettre pour la partie afro-américaine. Alors, à partir de là, de ce concept de colonialité du pouvoir, cette partie, je vais rapidement, c'est juste peut-être vous avez entendu qu'il y a d'autres formes, enfin, c'est là où le groupe Modernité, Colonialité, Décolonialité va affiner cette notion pour en proposer d'autres. Ce serait, dont vous avez peut-être entendu parler, bon, pensez plus la question de la race, qu'est-ce que c'est que le métissage, la colonialité du genre, la colonialité du savoir, la colonialité de l'être, la question d'interculturalité, la transmodernité, la question de la senti-pensée, l'épistémicide, la pluriversalité. Je ne détaillerai pas tous, mais c'est juste pour dire que, bon, donc il y a en fait plus de concepts qui se sont ajoutés à ce concept de colonialité du pouvoir. Et donc c'est de tout ça dont on parle quand on parle de colonialité en général. Et ce que on revient en fait, ce que sont ces termes, ces concepts, c'est que ils déclinent en fait, par exemple sur le genre, comment depuis 1492, en fait, par exemple, il y a la création du binarisme sexuel, la division des hommes, des humains entre ceux qui sont des hommes et des femmes à part entière et ceux qui ne sont pas, qui sont restés en quelque sorte des mâles et des femelles, justement pour le travail et l'exploitation. Bon, par exemple, donc on va détailler sur certains points. Alors, bon, je pourrais vous donner quelques exemples. La colonialité du savoir, je travaille sur la médecine et comment, par exemple, qu'est-ce que c'est que la colonialité du savoir, pour exprimer un petit peu. Quand on parle de médecine, si on dit que c'est comme Amérique latine ou Amérique, médecine, ça veut dire Occident. Après, comme si les autres espaces n'avaient pas de médecine, on ne connaissait pas la santé, et que quand on parle d'autres médecines, on doit dire médecine traditionnelle, médecine chinoise, mais très vite, on descend aussi, ça c'est la colonialité, et on tombe sur la superstition. Un chaman, ça ne sera jamais un médecin, et ça sera toujours considéré comme quelqu'un voilà, peut-être dans le meilleur des cas un petit peu connaisseur de certaines choses, mais pas du tout au niveau d'un grand chirurgien, d'un professeur d'un hôpital européen ou aux États-Unis. Que tout ça, c'est toujours lié, par exemple, à la question du capitalisme. Et que voilà, donc c'est sur ces questions-là, par exemple, qu'on s'interroge autour de la colonialité du savoir, par exemple sur la médecine que je travaille. La même chose sur l'accouchement. Enfin bon, j'aurais tellement de choses à dire sur l'accouchement puisque ça fait 10 ans que je travaille sur la naissance. Mais comment, par exemple, la naissance médicalisée et la norme est devenue hégémonique. Ça a à voir toujours avec des questions de capitalisme, aussi de colonialité du genre, quelles femmes peuvent... Et que la naissance dite aujourd'hui traditionnelle, l'accouchement physiologique qui a 7 millions d'années, est considérée aujourd'hui comme quelque chose d'inférieur, de subalterne, par exemple, de dangereux et poursuivi, persécuté et anéanti. En France, on ne peut plus pratiquement accoucher à domicile, mais ça, on pourrait dire c'est un choix d'une société.
Sauf que c'est toujours la question de la colonialité. C'est qu'à partir d'un cas particulier qui éventuellement pourrait être discuté et dans un espace, il va être imposé au reste du monde sans demander l'avis de ces personnes et en leur imposant le système. La colonialité du l'être, c'est diviser le monde en deux espaces. Une zone de l'être où on va considérer les humains, je dirais ça, vous, BDS, bien sûr, enfin, ça vous parle énormément. Une zone de l'être, c'est qu'ils sont considérés comme des humains. Bon, blanche, on pourrait remplacer. Enfin, j'ai mis ma pyramide, elle est, par exemple, la France, mais on peut la décliner tellement sur les contextes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une ligne de l'humanité. Ça, c'est une zone de l'être où des personnes vont être considérées comme des humains et des humaines, ce qui va supposer le respect de l'intégrité physique, des droits, ce qu'on appelle les droits, la protection, et puis la zone du non-être est là aussi classifiée et qui va justifier l'exploitation, le fait qu'on ne considère pas ces personnes comme des citoyens, des citoyennes à part entière, voire certains comme pas de droits du tout, parce qu'en dessous de tout ça, il y a l'animalité. Donc presque comme des animaux. Et plus on est en bas de cet espace, et tout est relatif, c'est-à-dire qu'on peut changer les catégories selon l'espace. Ceux qui sont en bas sont près de l'animalité, et comme pour les animaux, eh bien on se donne, ceux qui se considèrent comme les humains, le droit de les exploiter, voire de les détruire. Et que ça, on peut les décliner même à la nature, c'est-à-dire à partir des humains et de l'humanité, on passe aussi, la colonialité, c'est ça, c'est-à-dire toujours hiérarchisé, classifié, et l'humain, ou enfin ceux qui dominent, quand je dis humain, encore, les humains dominants, enfin ceux qui sont considérés comme des humains à part entière, des humaines à part entière, c'est surtout humains au masculin, moi je dirais, eh bien sont supérieurs au reste de ce on appelle la nature, et toujours avec des classifications, donc des animaux qui sont supérieurs aux végétaux, qui sont supérieurs aux minéraux, et que ça suppose qu'on puisse exploiter de plus en plus on est dans le non-humain, et plus c'est de droit, plus cette exploitation est légitimée. Et les animaux eux-mêmes sont classés. C'est pas la même chose d'être un cheval d'une fourmi. C'est pas la même chose des plantes dites, je sais pas, des arbres fruitiers, de ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Que c'est pas bon. Il y a toujours des classifications. Les minéraux aussi, l'or, l'argent, c'est pas la même chose que bon. Je sais pas. Bon, j'ai pas des connaissances sur la question, mais bon, il y a des classifications, c'est certain, mais tout ça a des fins capitalistes pour le bénéfice du groupe dominant. Or, pour les peuples autochtones, et là, je vous ai mis ceux d'Abiyaya, là, mais en fait, on pourrait le mettre sur d'autres peuples, et peut-être chacune, si vous connaissez, vous allez dire, mais c'est pareil, je ne sais pas, au Maroc, en Afrique du Sud, en Indonésie, oui, parce qu'en fait, hors Occident, et même, je dirais, vous allez même me dire, en Europe, au Moyen-Âge, en France, ou je ne sais pas où, on pensait cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette classification de l'humain par-dessus le reste, mais que plutôt c'est l'humain qui fait partie, qui appartient à ce que nous on appelle la nature, ou au monde, à la Pachamama par exemple, nous, enfin à la terre, enfin ce qu'on est, comme on l'appelle, mais que donc une autre vision qui n'est pas coloniale. Et donc pour terminer, je dirais que donc ce que propose la théorie décoloniale, c'est une éthique et une politique de la pluriversité. Et là, ça sera peut-être la question pour nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et vous allez me dire, oui, mais c'est quoi décolonial? Alors du coup, c'est déjà avoir toujours une praxis. Enfin, c'est ça peut-être qui nous distingue un peu plus des postcoloniaux et des subalternes, dans le sens où c'est une évidence. On ne peut pas penser ou désormais se dire décoloniaux sans, une fois qu'on a compris tout ça, et se dire, bon, voilà, on laisse comme ça, on ne pense plus, on laisse. C'est qu'il faut qu'on se dise, il y a une éthique, il y a une politique, il y a quelque chose à faire. La première, c'est de sortir de l'universalisme. Enfin, de penser que l'universalité, ou que même sur nos théories, et que justement la théorie décoloniale ne vient pas dire, bon, maintenant, utilisons tous, pensons tous pareil. Non, c'est que l'universalité, le problème, est un concept situé, et que l'universel, ça nous mène à rien, et que nous, on propose ce concept de pluriversité ou pluriversalité, je ne sais pas comment le traduire, mais en tout cas opposé à l'universalité, qui pour nous, c'est un modèle global, totalitaire, tant qu'on pourra garder la pluriversité,
est un pari, en fait. Et pluriversel, c'est tous les espaces non coloniaux qui ont pu échapper à la colonialité, donc je pense en tout particulièrement aux peuples non occidentaux, mais aussi à toutes nos formes qui échappent à l'Occident en Occident, dans le Nord global, enfin dans le Nord global, hein, et qui puissent permettre, je pense que plus on aura de formes diverses, après vous allez débattre parce que vous allez me dire, mais oui, mais bon, alors ça veut dire que tout peut justifier tout, toute forme. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr que, enfin, j'ai un avis sur la question, mais l'universel, enfin, même si c'était décolonial, c'est pas la solution, en tout cas, hein, ou des cosmogonies différentes, des cosmovisions. Et en tout cas, ce que je peux dire, pour conclure, c'est que la pluriversalité ou la pluriversité, c'est l'égalité dans la différence, et que c'est surtout vers ça qu'on veut, enfin, l'égalité dans la différence, ou pour paraphraser, hein, en fait, les zapatistes du Mexique, la possibilité d'un monde où il y ait plusieurs mondes, où plusieurs mondes puissent habiter, coexister, un mundo donde quepan muchos mundos. Je dirais que c'est un petit peu, bon, ça, la décolonialité. Voilà, je m'arrête là, parce que j'ai beaucoup débordé. Merci. Pardon. Merci. Vas-y, je t'en prie. T'es sûr que tu veux pas? Ben, merci beaucoup, parce que c'est d'une grande richesse. Et un peu comme quand on lit ton livre, votre livre, puisque vous l'avez écrit à deux, je ne sais pas si vous avez eu cette impression, c'est-à-dire qu'il y a plein d'impensés pour quelqu'un qui est né, qui était construit via l'université française, fût-elle d'extrême gauche. Se déconstruire, c'est pas simple. Et c'est grâce à des livres comme ça qu'on peut et qu'on se doit, tu parlais de praxis, de changer de perspective. Il y a un moment donné, il y a une citation de Dussel sur la question du miroir. Et la question de la perspective, ça rejoint la question de l'énoncé. C'est-à-dire que, du coup, ça m'amène à te poser une question, au moins une des questions. C'est la question du métissage. Pour beaucoup d'hommes d'extrême gauche, ou de gauche, on va dire, métisser, quand je parle de l'extrême gauche, c'est de la gauche occidentale. Hein. Métisser, c'était une bonne chose. On disait, voilà, nous sommes métissés, avec fierté. Hein. Pourtant, toi, dans le livre, on a l'impression que pour vous, les intellectuels de la dite Amérique latine, ce mot métissage est problématique. Donc, ce sera ma première question, est-ce que tu pourras nous dire un mot sur l'ambiguïté du mot métissage? Oui, merci beaucoup pour cette question, parce qu'en effet, c'est un concept problématique. Pour plus de développement encore sur un blog que j'ai qui s'appelle Perspectives décoloniales, j'ai 2 articles sur justement le métissage plus développé, auquel je vous renvoie. Mais d'emblée, bon, pour nous, ça vient toujours de notre situation. On nous a toujours dit, nous, latino-américains, on a grandi sur l'idée, on est tous des métis. À partir des indépendances, il n'y a plus d'Indiens, il n'y a plus de Blancs. Hein, on a voulu tout effacer. Vous êtes des métis. Tout le continent de cette couleur. Et en réalité, eh bien, ça nous a amené à penser la question pourquoi il fallait effacer nos origines quechua, aymaras. Pourquoi Mapuches. Parce que métissage, ça veut dire justement effacer l'autre, le subalterne. Et de mettre en avant, en fait, la blanchité. Et métissage ne veut dire que quelqu'un de blanchi. Parce que quand je vais vous donner un quechua du Pérou, le tour du lac Titicaca, il y a plusieurs peuples, un peuple quechua, et du côté surtout péruvien, qui déborde un peu la Bolivie, et puis des aymaras de l'autre côté du lac Titicaca, côté bolivien. Il y a souvent des contacts, et des hommes et des femmes, aymaras et quechuas, sont mélangés,
personne ne dira ce sont des métis, et pourtant c'est pas le même peuple, c'est pas la même langue, c'est pas l'espace géographique, et personne parle de métissage sur deux peuples. Quand on parle de métissage, et ce qu'on cherchait le métissage, c'est voir le blanc là-dedans. En fait, et notre modèle du métis, c'est celui justement dans lequel on voit le blanc dedans. C'est-à-dire, c'est quoi un métis? Pour nous, en Occident, c'est qu'on voit les yeux plus clairs, les cheveux d'une certaine façon, enfin selon d'où vient le métissage, la couleur de la peau. C'est ça qu'on cherche. C'est là qu'on va dire « Ah, c'est bien, c'est ça le métissage ». C'est-à-dire que du blanc est venu se poser dans quelque chose qui n'était pas blanc. Enfin, blanc, entre guillemets. Je dis, genre, quand je dis blanc, c'est phénotypique et c'est un espace. Enfin, c'est la reconnaissance de beaucoup de choses. C'est aussi comment on s'habille, etc., etc. Ça aussi, c'est du métissage. Enfin, quand je dis métissage, c'est pas seulement une question de pigmentation de la peau. Et donc, en fait, bon, et donc, on nous dit le futur de l'humanité, c'est ça. Ça veut dire, en fait, indirectement, qu'en fait, le blanc entre partout. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça le futur de l'humanité. C'est ça la société post-coloniale, post-raciale. C'est que tout le monde soit de... Non. Puisqu'en fait, un Aymara et un Quechua, on ne dira pas que c'est un métissage. Si je sais pas, oui, je sais pas, même un Polonaise et un Belge se marie, on ne dit pas ils sont métis, ils sont jolis, c'est métis, alors qu'on est quand même sur deux peuples différents. Bon, c'est pas ça, c'est pas de ça dont on parle. Donc voilà pourquoi je pense que cette expression, désormais, elle est complètement problématique, surtout quand on le voit pour les enfants, pour les bébés, souvent, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. En plus, la beauté, sortir ça comme c'est là le canon de beauté. Ça pose aussi un problème, de se dire ce qu'on attend de ce futur humanité, et auquel on oppose, nous, plutôt le concept d'interculturalité. Pourquoi l'interculturalité? Le fait que des cultures différentes puissent vivre ensemble, c'est problématique, en fait. Pourquoi le blanc doit entrer partout où là, il n'y a pas nécessairement... enfin, voilà. Pourquoi ça devrait être l'idéal vers lequel on doit pencher? Une autre question... On voyage à travers aussi de grandes figures intellectuelles dans votre livre. Walter Mignolo, il parle du côté sombre de la Renaissance. Je ne sais pas si tu t'imagines pour quelqu'un. Je vais jouer l'intellectuel, disons, occidental, qui est à l'université, etc., occidental, et qui n'est pas encore déconstruit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Parce que, vraiment, quand tu vas dans les écoles d'art, par exemple, la Renaissance, ou en termes de philosophie, même politique, on t'apprend que la Renaissance, c'est d'abord sortir de l'obscurantisme du Moyen-Âge, et c'est la naissance de la modernité. Et de même, j'en profite pour citer Aníbal Quirano, qui dit « La modernité, le capital et l'Amérique latine naissent le même jour ». Alors, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est qu'est-ce qui nous reste, j'allais dire, à nous auxquels j'essaye de ne pas appartenir. Mais est-ce que le concept d'universalité ou de modernité est totalement à déconstruire? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a quelque chose de la modernité qui contient une puissance d'émancipation? Ou est-ce que la modernité et l'universalité n'est que le symptôme de la violence que l'Occident a fait subir aux subalternes, aux racisés, puisqu'ils ont inventé la notion de race, pour, comme tu l'as dit, ça je suis complètement d'accord, évidemment, exploiter et idéologiquement créer la pensée capitaliste. J'y reviendrai peut-être. Oui. Eh bien... Comme le dit Quijano, la modernité est la phase dorée de la colonialité. Colonialité et modernité vont de pair, sont les deux faces d'une même monnaie. Donc si on veut garder, en tout cas, la modernité et colonialité, je pense, jusqu'à aujourd'hui, c'est la façon de nous vendre cette colonialité, de la présenter toujours comme une modernité, comme quelque chose de bon, de meilleur, de progrès, d'avancer. Et nous dire que c'est
une avancée universelle, c'est quelque chose d'universel. Mais la question, ce que tu dis, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce qu'elle ne sert, elle est négative pour moi, mais on ne pourra rien faire. C'est-à-dire que maintenant, il est trop tard pour défaire cette modernité. Nous, on est dans la modernité. C'est une question que je me pose pratiquement tous les jours. C'est, bon, ça ne devrait pas exister, la modernité et la face émergée, ou une des phases de la colonialité. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a construit, puisqu'on est en pleine modernité, colonialité? Comment on sort de là? Est-ce qu'on détruit tout et on se dit que bon, on défait tout parce que tout était mal fait depuis le début, enfin depuis 1492, en tout cas depuis le début de la colonisation, surtout dans tous les espaces colonisés? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Donc je pense que c'est ça qu'il faut penser, c'est-à-dire comment, dans un espace qui aujourd'hui en plus, le capitalisme, cette colonialité, elle couvre tellement, c'est un rouleau compresseur. Maintenant, donc là, comment on crée de nouveaux espaces pour qui ne seront jamais ceux d'avant? Ça aussi, parce qu'on nous dit, oui, bon, vous voulez revenir en 1400. Déjà, on ne sait même pas comment c'était. Déjà, tout ce qu'on vit, même ce qu'on pense, c'est faux. Aucun peuple autochtone aujourd'hui, je pense, à part quelques-uns qu'on nous dit on a trouvé en Amazonie, mais ça fait longtemps, on n'en trouve plus de peuples complètement isolés qui n'aient jamais, et on n'est même pas sûr qu'ils n'aient pas été en contact avec les colonisateurs. Tous les peuples se sont transformés. Donc, bon, pour eux, les laisser, je pense, déjà. Mais pour nous, comment on crée des espaces dans la modernité qui dissolvent la colonialité? C'est notre vraie question. C'est cette notion de transmodernité posée. C'est-à-dire comment on dépasse la modernité, on en fait quelque chose de bon à partir de quelque chose, mais pour moi, oui, c'est mauvais. La Renaissance, d'ailleurs, la Renaissance, c'est juste une invention occidentale de ce que... une construction d'ailleurs du 19e siècle, toute cette histoire est surtout construite au 19e siècle, de ce qui... Le Moyen-Âge, tout le Moyen-Âge est mauvais et obscur, ce sont les temps de sauvage, mais arrive la Renaissance, l'humain, l'homme, avec un grand H d'ailleurs, et l'humanisme, voilà. L'homme qui peut tout dominer, tout maîtriser, et la raison par-dessus, avec la raison par-dessus tout cela. Donc, je pense que c'est déjà penser cette modernité, comment on fait avec une transmodernité, une alternative à la modernité. Mais cette alternative, elle ne devra jamais être universelle. C'est-à-dire, je pense que ça fait partie aussi parce que ces formes d'universalisme historiquement sont totalitaires. Sont totalitaires et donc épistémicides, dans la mesure où à partir du moment où on veut imposer, par exemple, sur les questions des langues, c'est évident. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent, c'est très bien, 400 millions d'habitants de l'Amérique parlent l'espagnol, maintenant tout le monde se parle en espagnol, c'est très bien. Sauf que ça a surtout signifié que des millions de personnes ne connaissent plus les autres langues. Ces langues sont en voie de disparition. Il faut les apprendre parfois à l'université avec des vestiges de textes du XVIe siècle. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, très bien, pour un intellectuel qui est passionné de ça, qui veut l'apprendre pour son propre plaisir personnel, mais concrètement, ces peuples ont perdu tout cela. Est-ce que c'est vraiment... cette question pour moi, de l'universalité est problématique, et ça choque souvent les universitaires de se dire non, mais une langue où tout le monde parle, c'est mieux parce qu'on peut s'entendre. Moi, je suis à un point de me dire, mais quel serait le problème qu'on parle des langues différentes, qu'on essaie de se comprendre? Peut-être d'autres choses pourraient naître de ça, dans la apparente simplicité. Quand on arrive au colloque, on ne parle qu'un anglais qui ne veut rien dire, que je ne sais pas ce que ça veut. Parfois, on ne comprend rien, on ne sait pas comment s'exprimer, tout le monde parle en anglais, et je dirais, est-ce que c'est ça le futur? Voilà, je pense que même sur des choses qui paraissent logiques, bien pragmatiques, en fait, derrière, l'universalisme a quand même des logiques. Ou alors on trouve des formes transmodernes de faire
les choses, mais il faudrait traduire en plein de langues, il faudrait... enfin, bon, je ne sais pas. J'ai plus de questions aussi que des réponses en même temps. Alors moi, c'est pas une question très longue. Je voulais juste que tu parles un peu du dépendantisme que tu abordes dans le livre. Alors la théorie de la dépendance, c'est une théorie qui est développée par des économistes, pas seulement latino-américains, parce que Samir Ami fait partie de ce groupe, hein, mais pour les latino-américains, ça part du constat que dans les années 80, on est dans une situation économique presque, enfin ils se disent aussi mauvaise, voire pire qu'à l'époque coloniale. C'est-à-dire qu'on continue on essaie de sortir, par exemple, enfin on se dit, on est toujours dans les mêmes logiques coloniales, on exporte toujours nos matières premières qui sont à l'époque des Espagnols, des Portugais ou des empires coloniaux. On nous exploitait tout court et on nous donnait rien. Mais là, on nous donne tellement des choses misérables qu'on ne peut rien faire avec ça. On nous dit qu'en plus, c'est de notre faute, qu'on n'exploite pas assez. Il faut épuiser nos sols, épuiser nos ressources. Et en plus, il faut qu'on s'endette par rapport à nos anciens colonisateurs. Parce que c'est vrai que les indépendances, c'est ça une caractéristique aussi de la décolonisation. Et les décolonisations africaines, c'est pour ça que moi je vois la continuité dans la colonialité. Parce que la séparation des puissances occidentales, enfin des puissances coloniales, c'est toujours à un prix, mais énorme. C'est toujours un prix. On paye pour se séparer de la métropole. Tous les États, d'une manière ou d'une autre. Haïti, c'est clair, il y a une dette officielle marquée noir sur blanc. Mais nous, en 1980, par exemple, on était tous endettés face au Fonds monétaire international, avec des intérêts de la dette qui dépassaient la dette. C'est ça ce qui se passe dans ces années 80. Et donc, certains économistes latino-américains se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pardon. Voilà. Arrêtons de payer. En plus, on doit payer pour quelque chose qui... Enfin, c'est un échange complètement inégalitaire. Donc, on arrête. Et donc, ils ont développé cette idée que c'est la dépendance qui nous rendait pauvres, parce qu'en plus... Le discours, c'est vous ne produisez pas assez, vous n'avez pas transformé, c'est votre faute, c'est votre faute. Vous êtes resté sur les mêmes mécanismes économiques de l'époque coloniale. C'était les mêmes mécanismes, oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a eu aucun transfert de technologie, on dirait ça aujourd'hui, pour nous industrialiser. Il n'y a pas eu de retour sur tout l'or exploité. Enfin, nous, on est toujours sur cette ligne politique-là. Déjà, rendez-nous l'or et l'argent que vous avez pris. Et là, on commence à négocier, à voir comment... Mais non. Donc, on arrête. Et c'est là qu'on a conceptualisé cette idée de théorie de la dépendance. En fait, la dépendance, c'est parce qu'on est toujours dans une situation coloniale. On ne disait pas comme ça à l'époque. La dépendance, c'est la dépendance toujours du Nord et des anciennes puissances coloniales et des nouvelles puissances coloniales. Et c'est là aussi où je ne fais pas de différence, parce que je crois que là, on fait intervenir la question des États-Unis. Les États-Unis sont une puissance impériale. Ce n'est pas une puissance coloniale, mais on est toujours dans la colonialité, dans la mesure où on est toujours dans des formes de domination et d'exploitation économique qui s'appuie toujours sur la race, pour le bénéfice toujours du groupe dominant qui est celui des Occidentaux. Et donc c'est pour ça que cette théorie a même eu sa pratique. On arrête de payer les intérêts, on arrête de payer la dette et on réévalue la dette et on demande l'abolition de la dette. Bon, ça a duré très peu de temps, quelques années tout au plus, 2 ans tout au plus. Immédiatement, les représailles ont été tellement fortes pour les pays qui ont osé dire non au Fonds monétaire international. Terrible. Et c'est là, ça explique le retour, le backlash de toutes les théories de l'ultralibéralisme, des politiques de choc imposées à l'Amérique latine dans les années 90, qui est une réponse justement à cette rébellion des Latino-Américains contre le paiement de la dette. Donc, et que là, on se dit, mais on est encore dans le colonialisme. C'est-à-dire quand des États essaient de se sortir de dépendance coloniale et de dire que ça vient d'une dépendance coloniale, eh bien, qu'est-ce qu'on leur impose ? Encore plus de dépendance, encore plus de répression.
et encore plus de pauvreté. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question, Nira. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Vous voulez parler de forme? Oui, je pense que j'ai une question, est la suivante. Vous nous présentez un système conceptuel autour de la colonialité, et empiriquement et historiquement, vous faites référence, bon, vous marquez Paris, vous faites référence régulièrement à 1492, donc ça veut dire que vous faites référence à la phase d'expansion de l'Europe occidentale qui se projette sur la face de l'univers, en quelque sorte. Bien, mais est-ce que cet appareil-là, ce concept-là, est valable en sortant de l'espace sud-américain? Est-ce que vous pouvez appliquer le même système dans le cas africain, etc. Et sortons de l'espace occidental européen. Est-ce que vous pourriez appliquer le même appareil conceptuel, par exemple, pour penser l'impérialisme, le colonialisme russe, de l'expansion de l'Union soviétique? Oui, enfin, même avant l'Empire russe. Est-ce que cet appareil conceptuel serait pertinent pour penser cela? Moi, je pense qu'il est pertinent. Dans ces logiques, alors, parce que ce sont des logiques, enfin pour moi, il est pertinent, ce sont des logiques coloniales, c'est-à-dire à partir où un groupe se considère supérieur au reste et commence à déterminer des sous-groupes. Alors que pour moi, son ratio, enfin je parle de race, je vais vous donner un exemple concret, parce que je ne suis pas spécialiste exactement. Pour moi, ça s'applique par exemple aux nouvelles puissances. Comment ça a changé cette question, par exemple, des puissances coloniales, de la colonialité, je dirais, les États-Unis, la Chine aussi, on peut voir mais comme je ne suis pas spécialiste de ces pays, je ne pourrais pas donner les exemples ici. Mais en revanche, j'ai en tête le cas plutôt du Cameroun. Je viens de passer une semaine et de réfléchir à ces questions avec des collègues de là-bas et puis de connaître un peu ce cas. Le Cameroun, par exemple, est un pays où la colonialité, où ça s'appliquerait, par exemple, à ce pays. Pour moi, ce schéma théorique, dans le sens où, par exemple, on a des groupes, enfin, comment la colonisation française a imposé des divisions qu'ils appellent tribales, que moi je dirais justement raciales, parce que ce sont des groupes, des peuples différents. Comment la colonisation, par exemple, souvent, toujours classifie les groupes, classifie des groupes, et en fait un supérieur aux autres, auquel il va donner une attribution de pouvoir diriger le reste de l'espace et de faire le sale boulot, et de se mettre en position supérieure. C'est le cas, par exemple, des Bétis au Cameroun, et qui dominent les autres groupes et qui ont considéré et ont gardé le pouvoir, alors même que les colonisateurs, enfin les Français, officiellement sont partis, mais on sait très bien que, par exemple, ce schéma, moi je l'applique à la question de la France-Afrique. Enfin, pour moi, c'est évident qu'on est sur des formes encore de domination coloniale. Et on va toujours... Parce que c'est pour ça que le concept de colonialité me paraît pertinent. Parce que souvent, quand on a dit oui, mais c'est encore la colonisation, ou c'est encore la colonisation, on nous dit non, la colonisation c'est fini. C'est vous qui faites ça. C'est vous-même, et encore pire, parce que vous faites ça à vos propres frères. Et nous on dit oui. Mais les bases et les structures de cette oppression, elles ont été posées par qui, comment et pourquoi. Donc oui, moi je l'applique globalement à d'autres, me paraît pertinent. Dans le cas de la Palestine, ça me paraît tellement évident que je ne sais pas, pour moi il y a de la colonialité. C'est une puissance, Israël est une puissance coloniale. On est dans des formes toujours d'exploitation économique, de génocide, de suprématie, d'épistémicide, que pour moi, il est tellement opérant et on n'est pas dans un contexte latino-américain. Donc pour moi, il est opérant dans beaucoup de cas. Alors je ne pourrais pas dire, maintenant je ne connais pas l'histoire de toutes les régions et tous les conflits du monde, mais dans beaucoup, et je trouve une pertinence
pour l'analyser. Uriel. Oui, oui, moi c'était sur la question du métissage. Justement, en fait, est-ce que c'est justement la question du métissage et du mot métissage et de la donnée sociale rapportée au métissage comme un blanchiment des populations? En fait, c'est par exemple, il y a, pour mon père qui vient de la Réunion, il y a des métissages qui sont dus à des solidarités entre des peuples asiatiques de l'Est, du Sud et d'Afrique de l'Est, qui en fait se sont métissés parce qu'ils étaient esclaves ou engagés, jetés sur un même territoire. Et où il n'y avait pas toujours un métissage avec des Blancs. Et je ne suis pas sûr que le fait d'être métis simplement qualifie à se situer au-dessus de la ligne de l'humanité, puisque en fait, même après la première abolition de l'esclavage française, en fait, le peuple réunionnais qui, pour beaucoup, était métissé à la fois Cafre et Malbar, en fait, ça n'a pas empêché de continuer à les traiter comme des nègres et donc pas comme des humains, puisqu'ils ont continué à vivre sous le code de l'indigénat et jusque dans les années 80 à subir des migrations forcées et des kidnappings d'enfants et des stérilisations forcées. Donc je ne sais pas à quel point... est-ce que quand dans cette pyramide métisse se retrouve juste en dessous de blanc, au-dessus de la ligne de l'humanité, est-ce qu'en fait ces métisses, avec ce que dans les théories anglophones on parle de light skin privilege, de white passing, est-ce que c'est ce genre de choses-là? Exactement. Parce que aussi, c'est pas forcément parce qu'on est light skin qu'on a du white passing et donc on est considéré comme humain non plus. Donc non, c'est un schéma, je suis d'accord, et je ne l'ai pas détaillé. Juste, j'aurais une question, est-ce que ces métis de la Réunion que vous dites qui ne sont pas du tout, il n'y a pas du blanc, ils sont appelés comme tels? Est-ce que c'est une catégorie? Ou ils se sont mélangés, c'est la traduction de ils sont mélangés? En fait, on a les différents groupes raciaux, avec les Cafres, les Malbars, les Sinois, etc. Et en fait, par exemple, une personne qui est métisse va être considérée comme Cafre-Malbar. En fait, oui, voilà, mais c'est pas catégorie métisse comme ici on dit c'est un métis, par exemple. Non, c'est vrai. Mais voilà, c'est ça. Cette personne est métissée de temps en temps, oui. Et ça revient dans la littérature créole. Oui, mais ça, je pense que tous les peuples savent, c'est un mélange de... Enfin, je me dis que les peuples... Quand je parle, c'est des catégories raciales. C'est-à-dire qu'ils sont considérés... Enfin, dans l'Amérique hispanique, il y a cette caste, considérée comme groupe. Enfin, caste, on les appelait caste, mestizo. D'ailleurs, mestizo et métis vient d'abord de ce mélange entre le blanc et l'autochtone, qui est toujours un blanc et une autochtone, puisque c'est de la violence sexuelle des femmes. Et c'est une catégorie, c'est de ça dont je parlais. Et c'est en société plutôt occidentale, effectivement, mon schéma. Maintenant, ces espaces ne sont pas, alors qu'on les appelait comme ça à l'époque coloniale dans l'Amérique ibérique, on les appelait castes, mais ce ne sont pas des castes. Ce sont des espaces, et c'est ça qui est, je pense, fait la force de la race, c'est qu'une race, elle est très dynamique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cloisonnée. Il y a des mouvements, c'est pour ça que je disais, la race, c'est dynamique. Mais la race, après, je ne suis pas en train de parler de ce que deux peuples qui se côtoient se disent entre eux, parce qu'ils sont pas, ils sont dans un cadre colonial, mais eux-mêmes, sauf s'ils sont mis comme tel, toi tu es supérieur et toi tu es inférieur. Si c'est des échanges d'un même groupe colonisé, par exemple, quand je dis les Indiens des Amériques, je ne parle pas de leurs rapports sociaux entre eux, même s'ils sont dans un grand rapport social de race vis-à-vis des Blancs. Donc, et chaque groupe racial n'est pas homogène non plus. La spécificité de la colonialité, c'est qu'il n'y a jamais d'égalité. Même chez les Blancs ou les dominants, il n'y a pas d'égalité. Et qu'à chaque fois interviennent un certain nombre de paramètres, beaucoup de paramètres contextuels, notamment celui du genre, notamment celui de la classe, et que ça fait que ça bouge. Et effectivement, alors quand je dis métis, c'est le métis qui peut passer de ce côté-là. L'autre, je n'ose pas l'appeler métis parce que justement, c'est qu'il est tombé il est métis. Enfin, en soi, vous voyez, c'est pas une question de...
de réalité, de contact ou de mélange. Je sépare peut-être le métissage du mélange des populations. Le métis comme classe, il va peut-être avoir ce privilège en contexte colonial. Mais beaucoup qui sont à cette ligne de l'humanité, ils peuvent échoir. Et c'est la grande peur, en fait, je dirais, de ceux qui peuvent passer d'une certaine manière de cette ligne-là. Ils sont un peu obsédés par cette question de vraiment se perpétuer et ne pas sombrer, parce qu'effectivement la limite, la corde est tellement, la ligne elle est tellement ténue qu'ils peuvent déclasser et tomber en dessous de la ligne de l'humanité. Je pense que c'est des stratégies aussi sociales. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai beaucoup, par exemple, pensé à la question des plantations des Amériques, où on dit souvent, où on pense le colorisme en disant mais qu'est-ce que c'est, pourquoi des femmes acceptaient ou voulaient que leurs enfants, blanchir. Ça c'était cette question, non, chez nous par exemple, blanchir, on dit c'est améliorer la race. C'est l'expression est améliorer la race. Et pourquoi des femmes veulent avoir des enfants plus blancs ou métis, justement? Parce qu'à cette époque, il faut penser que si on va naître esclave et on va perpétuer et laisser des enfants esclaves, je me dis qu'une stratégie politique est aussi que ta descendance puisse sortir de là. Et que si, dans tout ce malheur, dans toute cette colonialité, qu'on puisse sauver les enfants, donc ça peut expliquer aussi d'une autre façon le colorisme qui est méprisé en disant ouais mais pourquoi ils veulent se blanchir, parce que à cette époque ça pouvait être aussi des stratégies de sortie de l'oppression coloniale ou de l'esclavage ou de la. Donc je le vois plutôt, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais de deux groupes de même niveau, je parle plutôt de catégorie raciale comme métisse, et dans cette dynamique que personne n'est égal et qu'à chaque fois il y a des différences et qu'elles peuvent changer, et qu'une même personne racisée ici, elle peut être blanche dans un autre contexte et l'inverse. Il y a des latino-américains qui sont considérés comme blancs en Amérique latine et qui sont surpris qu'ils viennent en Europe et qu'on les traite comme racisés. Voilà. Et vivent ce que c'est que ne plus avoir ce privilège. Et comme un déclassement d'ailleurs. Souvent on se dit là-bas j'étais humain et ici je sens quelque chose de bizarre. Vous voyez, c'est ça la dynamique en tout cas. Bon. Du coup, pas forcément, je vais essayer de parler fort. Et je vais essayer d'être clair aussi, je suis pas sûr de. Je vais essayer. Moi je trouve que les outils que vous avez proposés, je les vois comme ça, comme des outils conceptuels. C'est hyper éclairant et c'est vraiment hyper aidant. Notamment cette pyramide, pour moi, c'est juste un outil parmi d'autres qui est effectivement très contextuel, et on pourrait faire un petit peu utiliser cet outil-là dans différents contextes, même au sein de la France, dans différents groupes, pour voir qui est-ce qu'on met au-dessus de cette ligne-là. Et je le trouve vraiment aidant parce que là, ici, je me dis, dans mon contexte à moi, avec les gens que je fréquente, celui-là, ce classement-là, je m'y reconnais, je vois que je suis au-dessus en tant que métisse, par exemple. Et que j'ai accès à des droits auxquels les proches de moi n'auraient pas. Et du coup, je voudrais juste situer un peu de là où je viens aussi. Je suis amie auprès d'enfants et j'essaie de faire, parmi les choses que je fais, de faire parler de racisme avec eux. Et j'ai cherché du coup des sources pour voir qu'est-ce que c'était la définition de racisme. Parce qu'on tombe sur Internet, on a quand même un peu de chance. Sur Google, la première chose qui tombe, c'est une idéologie. Donc, ça, c'est vrai. Mais il y a plein d'enfants qui sont venus auprès de moi et qui me disaient « Ah, le racisme, ça peut être, c'est comme quand on discrimine les femmes ou comme quand on discrimine les LGBT. Tout ça, c'est des racismes. » Et j'étais là, oulala, on a complètement perdu de vue la base de la base. Et je trouve que là, tous les concepts que vous avez apportés, qui ne sont pas les vôtres, mais qui sont l'ensemble de ce corpus d'idées, ça permet vraiment de recycler quelque chose qui nous arme beaucoup mieux pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et qui en fait prend des formes très différentes. Et les gens restent figés en fait. Le racisme, c'était l'Amérique, c'était l'Afrique du Sud, ça ne nous concerne pas en tant que Français parce que la plupart des gens pensent ça. Ça ne nous concerne pas, c'était pas les Français. On a vite fait profiter de loin parce que les Africains voulaient bien faire du commerce avec nous, quoi, en gros. Un truc comme ça. Du coup, moi vraiment, je trouve ça hyper éclairant et que ça déblaye complètement le terrain. Donc, merci beaucoup. Merci pour le
commentaire. J'aimerais bien, c'est peut-être pour. Je m'autorise peut-être à conclure si on n'est pas. Mais est-ce que, si, il y a une question. Allez, vas-y. Merci, moi ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez proposé, c'était super. Et aussi difficile de faire aussi rapidement. Ce qui m'intéressait, c'était au-delà des langues, de la perte de la variété des langues, etc., sur la question des disciplines avec lesquelles on appréhende des réalités telles qu'elles sont. Ça veut dire qu'il y a aussi une histoire de ces disciplines, elles viennent aussi de l'Europe. Je veux dire, le fait de parler d'un côté de l'histoire ou d'un côté de la biologie. Et je me demandais, comme vous travaillez sur la maternité, j'avais aussi envie de vous entendre un peu parler de ça. Et je me demandais si là, vous hybridiez aussi des disciplines. Complètement. Alors, bon, déjà que la science et la science occidentale moderne, ce qu'on appelle la science aujourd'hui, c'est la science occidentale moderne. Elle est créée au XIXe siècle et elle est comme tout le reste, toujours une classification de choses qu'avant on ne se posait pas. Enfin, on faisait de la recherche, je ne sais pas. Pourquoi il n'y a que les Occidentaux d'aujourd'hui qui recherchent, qui pensent au ciel, à la terre, à l'agronomie, enfin ce qu'on appelle, je pense qu'on a fait. Mais on commence à le penser. Au XIXe, comme des sciences, eh bien, c'est toujours aussi catégorisé et hiérarchisé. Bon, sciences, ce qu'on appelle les sciences, et autour des mathématiques, par exemple, comme la science centrale, et puis à partir de là, des sciences moins, qui vont être des langues aussi. La colonialité du savoir, c'est aussi les langues dominantes et les langues qui ne sont pas langues, qu'on va appeler dialectes, patois. Pourquoi patois? Pourquoi un dialecte? Alors sur la maternité, ce que je fais, je l'étudie en perspective décoloniale. Et alors, c'est ce que j'essaie de vous donner un peu un résumé de ce que je propose. Bon, mon idée centrale ou mon idée est de nous dire, de partir encore une fois d'aujourd'hui de la question pourquoi. Bon, surtout en Amérique latine, mais je dirais c'est en Occident et que ça couvre de plus en plus le monde, puisque en Chine, je vois également pourquoi les accouchements deviennent aussi médicalisés, voire hyper médicalisés, et voire surtout pourquoi aujourd'hui on est à des taux de césarienne, par exemple, enfin de plus en plus élevés, et dans des pays, en Amérique latine, presque dans tous les pays, un enfant sur deux naît par césarienne. Alors, pourquoi au Pérou, dans les années 80, il y avait encore plus de 50% de naissances à domicile, et aujourd'hui on est à 100% de naissances dans le cadre hospitalier. Qu'est-ce qui s'est passé en me disant que ce qu'on présente comme la modernité, on le présente toujours comme la modernité. C'est bien, c'est une évolution. D'ailleurs, dès qu'on parle de santé, tout ce qui est occidental est très bon. Enfin, on ne questionne jamais la médecine occidentale moderne. C'est toujours positiviste. Enfin, dans le sens où c'est mieux, c'est du progrès, c'est de la mode. Oui, tout va mieux. Et en nous disant, alors le grand argument que moi j'ai, oui, mais c'est parce que la mortalité maternelle et infantile, je pense que oui, mais c'est un progrès puisque la mortalité maternelle et infantile a fortement diminué. Et donc c'est là où, en tant qu'historienne, je me dis, mais oui, effectivement, enfin oui, je le vois, il y a des chiffres qui font que ça diminue. Et donc deux questions, d'une part, d'où partent les premiers chiffres? Les premiers chiffres sont lesquels? Est-ce qu'on est né toujours comme ça? Et donc quand je vous avais mis le schéma, ça s'est éteint, on a 7 millions d'années d'accouchement qu'aujourd'hui on appelle traditionnels, et on a même pas 2 siècles d'accouchement médicalisé, et il devient de plus en plus médicalisé actuellement. Donc tout ce qui s'est passé avant, est-ce qu'on a les chiffres? Est-ce qu'on sait si là il y avait énormément, de la mortalité telle infantile? C'est quoi ces chiffres? Les chiffres sont des chiffres des premières formes de médicalisation occidentale, moderne, de médicalisation moderne de l'accouchement. Les chiffres dont on dit que ça a diminué, oui, mais ce sont les chiffres des premières maternités.
maternités qui étaient des espaces pathogènes à n'en plus pouvoir. C'est vraiment des mouroirs. C'était vraiment l'espace les plus dangereux pour les mères et les bébés. Et heureusement que ça a diminué. Je veux dire, comme les femmes continuent à accoucher dans ces espaces, heureusement qu'on a fait des efforts. On a dû les faire parce qu'elles mouraient énormément. Mais personne ou très peu ont fait... et donc, il faut se poser la question, avant, est-ce que c'était... Et ces mêmes personnes qui, à ce moment-là, avaient créé ces maternités, ont commencé à dire que tout ce qui était avant, pareil que le Moyen-Âge, c'était l'obscurantisme, c'était du n'importe quoi, c'était mauvais, que c'est là où les gens mouraient, que ces femmes, parce que c'était surtout des femmes qui s'occupaient de tout cela, elles étaient complètement incompétentes, incultes, des sauvages, des barbares. Ce que fait des sorcières, absolument, qu'elles ne connaissaient rien. Alors que c'était de vrais spécialistes de la santé. Enfin, tout ce que je fais dans ma recherche, croyez-moi sur parole. Enfin, en tout cas, je peux développer et je peux vous renvoyer à un livre qui s'appelle Maître au monde. Elles connaissaient énormément de choses. Elles savaient. Et déjà, elles avaient une connaissance de leur propre corps, aussi des enfants. Enfin, il y avait aussi toute cette question de l'agentivité des femmes, qui va changer complètement. Moi, je n'ai rien contre la césarienne, ce n'est pas une militance contre la césarienne. C'est pas là. Seulement pour un événement qui est physiologique, parce que je n'en ai pas en train de parler de cancer, on n'est pas en train de parler de maladie, on est en train de parler donc d'un processus d'ailleurs qui, pendant des millions d'années, s'est produit. Alors, et je ne porte pas de jugement, je dis juste qu'il s'est produit, des millions de personnes sont nées, et jusqu'à très récemment dans des espaces, et encore peut-être en Afrique, où il y a très peu, un taux encore de césariennes, qui naissent comme ça, qui naissent de cette façon-là, qui était hégémonique, et qui aujourd'hui, c'est l'autre modèle qui est passé à devenir hégémonique, le nôtre. Et que c'est toujours sous cette idée qu'il doit être universel et qu'il doit être universalisé et qu'il a été universalisé dans cet espace qui est d'abord celui de tous ces espaces colonisés, qui est le premier, qui est l'Amérique latine. Parce qu'effectivement, parce que cette colonialité est beaucoup plus ancienne, ça s'implante beaucoup plus rapidement. On a déjà tellement été dans la colonialité que ça passe, en tout cas c'est venu, il y a des espaces qui résistent plus ou moins, mais c'est déjà presque complètement de nouveau colonisé dans cet aspect-là. Et donc, je me dis, cette façon de naître, qui était celle des peuples non occidentaux, pourquoi elle est poursuivie? Est-ce qu'il n'y a pas, et en perspective décoloniale, non pas des buts je n'arrive pas à croire que ça soit dans un but d'amélioration, c'est-à-dire un État qui est colonisateur, qui est colonial, il n'a pas un objectif... Oui, exactement, absolument. Il a un objectif de contrôle. Est-ce que le contrôle, est-ce que l'accouchement, et donc du coup, et ça c'est l'expérience aussi, d'être, et qu'on dit bien en français, qu'on passe d'accoucher à être accouché, ça ne produit pas des effets sur l'agentivité des femmes, sur la connaissance de leur corps, sur la confiance en elles-mêmes, et sur le rapport aux enfants, surtout. Parce que si on pense que, et là, c'est aussi mes recherches sur, et là je croise donc l'histoire, l'anthropologie, mais aussi, la médecine aussi un peu, même, je veux dire, si cet accouchement est un travail, un véritable travail qui n'a pas de temps, qui est variable selon les femmes, qui est variable selon les circonstances. Je parle toujours d'un accouchement en contexte où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de famine, en contexte, disons, d'équilibre. Qu'est-ce que ça produit? Quel est son sens aussi déjà naturel, entre guillemets, et social aussi dans chaque peuple où il se déroule, parce que là, pour le coup, on a un événement universel. Qu'est-ce qu'on voit dans cet événement universel? Eh bien, que des femmes, surtout, transmettent des savoirs, parlent, s'accompagnent durant cette période. C'est faux qu'une femme accouche toute seule dans une communauté. Elle a toujours des personnes, elle a une connaissance de son corps, elle a une connaissance de ce processus physiologique. C'est un travail avec son enfant, parce que cette question si c'est tant d'heures de travail, si c'est parfois des heures, on oublie par exemple l'enfant. On oublie le bébé qui fait ce travail aussi, qui fait ce travail. Si on est allongé, les jambes écartées,
Est-ce que le travail il se fait de la même manière que si la femme se meut, peut se mouvoir, peut s'accrocher, peut se mettre à genoux, peut crier, peut parler, peut demander quelque chose, peut manger? Pourquoi on a tellement de contraintes qu'on ne peut pas boire, qu'on ne peut pas manger, qu'il faut rester allongé, qu'il ne faut pas crier, qu'il ne faut pas... Est-ce que ce n'est pas de la colonialité? Donc pour moi, en perspective coloniale, c'est aussi de la colonialité. Et donc je me dis, est-ce que toutes les femmes sont traitées de la même manière? Est-ce que toutes les femmes peuvent accoucher? Est-ce que certaines vont dire non, là je veux ça, je veux pouvoir bouger un peu, moi je veux une piscine? Est-ce que tout le monde peut dire ça? Est-ce que tout le monde est traité de la même manière? Est-ce que toutes les femmes accouchent de la même manière? Est-ce que tous les bébés sont traités? Et vous voyez, bon, voilà, à partir de là, je travaille cette question de la naissance en perspective décoloniale. Et bon, voilà, je vois de nouveau la modernité comme la face émergée de la colonialité. Et que, par exemple, une césarienne, c'est beaucoup plus pratique pour les médecins, c'est jamais pratique pour l'enfant ni pour sa mère, quand il n'y a pas de problème. Même l'OMS, c'est quand même des médecins, même l'OMS dit 10% de césariennes maximum. Au Brésil, on est à 80% de césariennes, dans le secteur privé à 90%. Des forfaits qui coûtent $5,000. Je ne peux pas me dire bon, c'est bien. Et c'est pas une dérive. Et après vous allez, oui, mais bon, l'Amérique latine, parce que c'est une dérive. Pour moi, c'est pas une dérive. Ce sont des logiques qui vont toutes seules se mettre s'enclencher. Et on est toujours dans la médicalisation parce qu'à partir du moment où on investit sur un monitoring, qu'on investit sur des machines, sur des plateaux techniques de plus en plus techniques, il faut les rentabiliser. Enfin, ces achats ne sont pas faits pour qu'une personne vienne si elle veut. Parce que si on demande aux femmes, et c'est pour ça qu'on ne les informe pas, et vous voyez, je commence à poser des questions. Est-ce qu'elles sont tellement informées? Est-ce que ce consentement est éclairé? Est-ce qu'on sait que ça veut dire une césarienne? Je ne suis pas contre la césarienne, mais est-ce que les femmes savent? Est-ce que savent les conséquences pour elles et pour leurs enfants? Comment c'est présenté? Qu'est-ce que ça suppose une hypermédicalisation? Comment des gestes qui, au début, paraissent simples peuvent enclencher ou peuvent arriver? C'est-à-dire, pourquoi autant d'induction, enfin, on dit comme ça? Oui, de déclenchement. Pardon, en espagnol. Oui, pourquoi systématiquement, pourquoi on nous fait penser systématiquement qu'on va mourir pratiquement, enfin, c'est le martyre, les contractions. Je n'ai pas dit que ce n'est pas de la douleur. Que veut dire la douleur dans un phénomène physiologique? Je pose des questions, hein. Après, chacun, et aucune, c'est pas moi, je ne suis pas militante de pro, enfin tout le monde, il faut que tout le monde... Mais pourquoi on ne peut plus accoucher en France, par exemple, à domicile? Pourquoi il y a tellement de contraintes? Ce n'est pas une interdiction, mais vous savez, ou peut-être pas, qu'il est pratiquement impossible d'accoucher à domicile parce que... très peu de sages-femmes vont le faire, même diplômées. Il n'existe plus de sages-femmes traditionnelles non diplômées qui ne soient pas légalisées donc par l'État. Et ces sages-femmes ne vont jamais accepter, enfin, vont très peu accepter, sauf si elles sont assez militantes pour cet accouchement naturel, puisque l'assurance que l'État leur demande est supérieure à ce qu'elles gagnent en une année. Donc c'est tellement impossible qu'elles puissent payer qu'elles vont refuser en règle générale, par la crainte que s'il arrive quelque chose, la femme, enfin, ou la famille puisse retourner contre elle. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'on défait, enfin plein de choses. Bon, voilà, c'est des questions, c'est ce que je fais dans ma recherche sur la maternité. Voilà, si je peux répondre. S'il n'y a pas d'autres questions, on propose de s'arrêter ici, de conclure. Et on te laissera bien sûr le mot de la conclusion. L'une et l'autre est là. Donc si vous voulez acheter le livre de Lisselle Pensée décoloniale qu'elle a présenté aujourd'hui, il est disponible. Et elle peut même le signer, je suppose. Et du coup, on peut quand même continuer à discuter autour du buffet. Mais du coup, comme ça, on se lève, on se détend et tout. Voilà, si ça vous va. Merci. Et merci beaucoup pour la question sur la maternité. Comme vous voyez, ça me lance sur des trucs. Merci beaucoup. Merci.